Ils ont encore 200 millions. Donc ils ont de l'espace pour encore réinvestir. Ils ne sont pas à l'agonie. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2027, ils vont devoir peut-être clôturer ces lignes de crédit. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent vendre aujourd'hui. On vous l'avait promis dans le Dash Foot, les amis, voici la vidéo spéciale sur les ventes de Liverpool, de Manchester United. Aujourd'hui, rendez-vous avec un spécialiste de la finance, ancien de Clairefontaine, joueur de National, passé par l'Olympique Lyonnais, Raphaël Ville. Salut Raphaël, ça va ? Ça va et toi ? Ouais, parfait. Alors toi, ton métier, pour nous, il est très compliqué, il est très spécialisé, il est hyper important, tu es auprès des grands sportifs, des clubs de foot, tu analyses tout, ça va trop vite dans ta tête pour nous. Mais alors justement aujourd'hui tu vas nous expliquer ça de façon claire, nette, précise, parce qu'il y a deux actus très fortes. Il y a Manchester United d'un côté qui est mis en vente, c'est sur la place publique, certains ne comprennent pas pourquoi eux c'est très public alors que d'autres ça se fait en zoom. Et Liverpool aussi qui l'annonce, puis dément, puis annonce que finalement ce sont des investisseurs. Donc faisons le point ensemble, à commencer par Manchester. C'est ce qui est le plus public, ce qui a fait le plus parler, parce qu'on a carrément vu des annonces de Ineos, Radcliffe, publiquement, des communiqués à l'AFP, puis avant le Qatar qui, via une autre entité que QSI annonce la volonté de rachat pour des prix qui pourraient, selon Manchester, monter entre 6 à 8 milliards bien sûr d'euros. Alors on en est où avec Manchester ? Pourquoi déjà tout est rendu public ? Enfin tout. Manchester est une valeur publique. Ils ont fait une IPO qui est Initial Public Offering, donc une entrée en bourse, qui fait en sorte que toutes les grandes décisions de management doivent être publiques. Donc à partir de Comme l'Olympique Lyonnais. Comme l'Olympique Lyonnais, comme le Milan AC, comme une partie de la Juventus. Donc les offres ont aussi été rendues publiques, mais les potentiels acheteurs, comme le Qatar ou Ineos, n'ont pas eu accès encore au dossier du club, aux finances du club. Là, on est vraiment sur un truc très j'ai l'impression, coup de com'. Alors le processus pour un achat de club, en général, il y a un appel d'offres. D'accord. Donc l'appel d'offres, il donne autant à la personne qui veut acheter, soit d'acheter avec ses fonds propres, c'est-à-dire directement en cash, soit d'aller parler avec ses banques pour savoir s'ils peuvent lui offrir une ligne de crédit ou du financement, ou de créer un consortium et de créer des équipes pour reprendre le club. Donc en général, l'appel d'offres dure entre 3 et 6 mois. Et à partir du moment où il y a cet appel d'offres, les acheteurs potentiels font une offre sans avoir accès au dossier du club. Donc tout ce qui est comptabilité, tout ce qui est chiffres, les dossiers actuels. Alors ce qui se passe, c'est que tous les ans, le club doit rendre ses comptes. Par exemple, Manchester, ses comptes sont rendus publics parce que c'est une institution publique. Donc le marché est au courant de ce qui se passe. Ça veut dire que quand ils ferment leurs comptes, qu'ils finissent leur exercice le 30 juin, en général, dans les 6 mois après, il y a un compte rendu de tout ce qui s'est passé au niveau de leur compte du 1er juillet par exemple 2019 au 30 juin 2020. Ce qui est beaucoup plus opaque quand on n'est pas coté en bourse. Ce qui est beaucoup plus opaque parce qu'il y a beaucoup plus d'informations dans un rapport annuel de Manchester United que de Liverpool. Liverpool se doit de le faire, mais les documents sont disponibles sur le Company House. C'est l'équivalent de société.com, mais en Angleterre. Donc pour pouvoir avoir accès à ces documents-là, il suffit d'aller sur Company House, c'est public, mais il faut aller le télécharger, il faut comprendre comment ça fonctionne. D'accord. Et aussi, on va donner un ordre d'idée, le rapport annuel de Manchester fait entre 175 et 180 pages. Ah oui. Celui de Liverpool celui de Liverpool fait 37 pages ou 38 pages. Ah oui, ok. Donc c'est pas le même degré de précision. Et alors pour les fans des Reds, des Red Devils plutôt, pas des Reds, c'est quoi la situation actuelle du club là ? Glazer est obligé de vendre, il y a une panique à bâbord, endettement, tout ça. Quel est actuellement ton analyse là-dessus ? Pour Manchester ? Pour Manchester plutôt. Pour Manchester, moi qui regardais les comptes, ils ont je pense que c'est une lutte de fratrie où ils cherchent à ouvrir leur capital. Et ils ne veulent pas forcément tout vendre, mais ils cherchent à ouvrir leur capital, un peu comme ce qu'a fait le Qatar avec le PSG, en disant on veut 10% pour pouvoir réinvestir et aussi revaloriser de manière publique la valeur du club. Mais un club comme Manchester, les gens veulent l'acheter.
D'accord. Ils veulent pas seulement mettre 10% dedans. Ouais. Voilà. Donc ils veulent l'acheter. Et il y a aussi des luttes internes où deux des frères veulent racheter les parts des autres personnes de la famille. Donc ok. on est dans quelle situation ? Donc tout est mis sur la table publiquement, mais en même temps c'est un bazar interne. C'est un bazar interne. Et c'est pas depuis aujourd'hui. C'est pas si aujourd'hui en plus. Voilà. J'ai pas de détails sur ça, mais voilà, ça a été dit qu'un des deux frères voulait racheter les parts de l'autre. D'accord. Un peu ce qui s'est passé avec Arsenal et Kroenke, D'accord. où Gazidis voulait racheter plus de parts de Kroenke. Kroenke a refusé, puis Gazidis est parti. D'accord. Manchester, pour donner un ordre d'idée, ils ont encore ce qu'on appelle un revolver, donc c'est une ligne de crédit que tu peux piocher. Ils ont encore 200 millions, donc ils ont de l'espace pour encore réinvestir. Voilà, ils sont pas à l'agonie. Ils sont pas à l'agonie. Ils sont pas à l'agonie, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2027, ils vont devoir peut-être clôturer ces lignes de crédit. C'est peut-être pour ça qu'ils veulent vendre aujourd'hui. D'accord, ils anticipent ça. Ils anticipent. Quand on voit tous ces noms qui sortent, le Qatar, Ineos, tous ces gros noms, pareil, un fonds privé, un nouveau fonds privé saoudien. Il faut bien se rendre compte que quel que soit le fonds qatari ou saoudien, tout est vertical dans ces pays et que ça dépend du fonds public, du royaume, etc. Alors, est-ce qu'un club comme Manchester peut être détenu par un fonds privé saoudien et que la Première Ligue accepte qu'un autre fonds privé saoudien possède Newcastle, selon ton expérience? On est un peu dans une situation où il n'y a pas eu de jurisprudence, donc il n'y a pas eu de précédent. Pour la partie... C'est très sociétal en fait. Il faut qu'on accepte que les Saoudiens aient la main mise sur deux clubs historiques de Première Ligue. La question, c'est pas... En détournant un petit peu les règles, puisque normalement un même propriétaire, on le rappelle, ne peut pas jouer la Coupe d'Europe et posséder deux clubs, tout simplement. Oui, sauf que qui est propriétaire il y a réellement et dans les papiers. Et la vérité, par exemple, pour Ineos ne pourra pas racheter Manchester. Donc ça, c'est... Ouais, parce que Ineos, le c'est quelque propriétaire... chose qui fait peur aux supporters niçois. Puisqu'on se dit, on vient d'avoir Radcliffe il y a 2 ans, et là, tout d'un coup, Radcliffe nous dit qu'il veut racheter Manchester. Donc ça veut dire que Nice... Sauf s'il a une autre entité. Parce que la question, est-ce que c'est le propriétaire en tant qu'individu ou est-ce que c'est le propriétaire en tant qu'entreprise ? D'accord. Ça veut dire que M. Radcliffe peut avoir un trust aux États-Unis, un instrument fiscal, et dans ce trust, il n'a pas le droit de prendre des décisions. D'accord. Mais il peut faire en sorte que ce trust achète le club. Qui peut posséder sans posséder. Il peut posséder sans posséder. Nice, on a vu en septembre que Radcliffe quittait la présidence du conseil de surveillance. Ce sont des signes, puisque peu de temps après, on apprend qu'il a vraiment l'œil sur Manchester. Est-ce que c'est un signe pour montrer que justement, il fait un jeu, je ne sais pas, financier ou autre, ou de position stratégique pour attaquer Manchester, ou ça n'a rien à voir, ce genre de mouvement? Compliqué à dire. Pour moi, je le vois un peu comme un appartement. C'est pas parce que j'achète l'appartement, je vis dedans, que quand je le quitte, je suis plus propriétaire. D'accord. Donc pour moi, il est toujours propriétaire d'Ineos. Monsieur Radcliffe, qui est d'ailleurs, il faut dire Sir Radcliffe, parce qu'il a été anobli, il possède des parts chez Mercedes, F1, il possède des parts chez Ineos, qui était l'ancien Team Sky, au niveau du vélo. Il veut se créer un empire sport, un peu comme ce qui est fait aux États-Unis. Multipropriété, mais je suis pas sûr qu'il puisse le faire s'il est propriétaire de Nice. Une parenthèse justement pour les supporters de l'OM qui nous suivent. Quand en octobre on apprend officiellement que Franck McCourt lui a quitté le conseil de surveillance de l'Olympique de Marseille, on ne le voit plus au club depuis l'été dernier, là il peut y avoir justement une idée de désengagement, ou qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi quand on est président, président du conseil de surveillance depuis le début de l'Olympique de Marseille, et que là tout d'un coup, sans prévenir, puisqu'il n'y a pas eu de communiqué à ce moment-là, on disparaît. Moi, de ce qu'on voit dans le monde de l'entreprise. En fait, il y a beaucoup de... On va prendre l'exemple il y a président et il y a chairman. C'est-à-dire qu'on peut être toujours dans le board et ne plus avoir d'action exécutive. Président, c'est quelqu'un qui a une action exécutive. D'accord. Et il n'est plus dans l'exécution de ce qui se passe. Pourtant, il peut toujours être propriétaire. C'est le cas actuellement. Voilà. Donc il peut toujours être propriétaire sans être dans l'exécution de ce qui se passe. On va prendre l'exemple de l'appartement. Je suis propriétaire de l'appartement. Je vis dedans, c'est moi qui décide de ce qui se passe. Bien sûr. Par contre, à partir du moment où je suis plus dans l'appartement, j'ai plus envie d'y être, c'est plus moi qui décide de comment est l'ameublement ou quoi que ce soit, ou à quelle heure j'allume la télé, et ainsi de suite. Ça, c'est d'être dans l'exécutif. Donc,
Frank McCourt, était propriétaire de l'appartement, vivait dans l'appartement, disait ce qu'il fallait être fait. À partir du moment où il est parti de l'appartement, il est toujours propriétaire, mais il n'a pas envie de savoir ce qui se passe dedans. C'est ce qu'on comprend de la situation et de son absence depuis quelques mois. Revenons à ces clubs anglais, notamment Manchester United et Liverpool, parce que, à vrai dire, ce sont les mêmes noms qui reviennent. On a toujours ces mêmes entreprises, ces mêmes noms de milliardaires, ces fonds américains qui tournent autour de tous ces grands clubs. À chaque annonce démentie, on a ces noms-là. Est-ce qu'ils sont là pour se faire de la com, pour montrer leur pouvoir, montrer les pecs, ou est-ce que vraiment on va se retrouver avec ces noms-là à la tête de grands clubs et dans les années à venir, ils vont truster tous les grands noms? On va dire, à l'échelle globale, on est en train de voir un shift. Un shift, c'est une transition des richesses. Avant, les richesses étaient beaucoup aux États-Unis, les richesses privées. Maintenant, les richesses privées et publiques se développent au Moyen-Orient. On verra dans 10 ans, ce sera l'Afrique qui voudra acheter les clubs. C'est de la macroéconomie. Du coup, la valeur ajoutée d'un club est plus grande pour un pays qui n'est pas en Europe. D'accord. Ou pour un actionnaire qui n'est pas en Europe. Un Américain, son but, c'est de faire du marketing. Tu achètes un club non pas pour faire de l'argent via le club, mais ce club-là te permettra de faire de l'argent sur d'autres produits que tu as. C'est ce qu'a fait les Glazers, qui sont propriétaires de Chevrolet. La première chose qu'ils ont fait, ils ont mis un tampon Chevrolet sur leur maillot Manchester pendant 5 ou 8 ans. Ouais. Voilà. Et derrière, en fonction... C'est les intérêts, encore une fois, de multipropriété. Exactement. Ça s'appelle la synergie. D'accord. Et quels sont les pays aujourd'hui, quelles sont les localisations, les régions du monde auxquelles un club en Angleterre rapporte le plus? C'est le Moyen-Orient. D'accord. On comprend Donc voilà, donc c'est purement du marketing. Le PSG qui a été acheté pour des questions d'irréputation aussi. Le Newcastle. Le soft power. Le soft power, et c'est le sport est le deuxième instrument politique. D'accord. Il y a la politique pure et il y a le sport. Justement par rapport à ça, puisque tu parles de politique, ça me fait penser aux démentis très fréquents des hommes d'affaires. Là, le dernier en date, c'est John Henry de Fenway Sports qui nous dit que Liverpool n'est pas tout à fait à vendre, que le processus il est public, mais que en fait c'est juste peut-être la recherche d'investisseurs, alors qu'il y a quelques mois, 4-5 mois, où on avait compris que c'était vraiment à vendre. Les Qataris sont positionnés, les Saoudiens aussi. Alors Liverpool, c'est quoi l'idée et pourquoi c'est démenti? En fait, chaque démenti est fait pour ne pas être cru. On est d'accord dans ces situations-là, ou pas? Toi qui conseille justement les sportifs ou les clubs. En général, ce sont des accords qui sont... surtout que c'est sous sein privé pour Liverpool, qui est une entreprise privée. En général, on ne veut pas que l'information soit ébruitée. Tant que c'est pas officiel, tant que tout le monde n'est pas d'accord, on ne sait jamais ce qui peut se passer à la dernière minute. C'est comme quand on fait un deal. On achète une voiture, tant que la voiture on l'a pas, on peut pas dire va pas dire à tout le monde j'ai acheté la voiture tant qu'on la conduit pas. Donc tant que tout n'est pas signé, tout n'a pas été vérifié, toute la due diligence n'a pas été faite, ils ne préfèrent pas le dire. Ça ne veut pas dire que Liverpool n'a pas été déjà vendu. Mais derrière, il faut une confirmation. Donc là, on peut même se dire que Liverpool est peut-être déjà vendu, mais qu'ils préfèrent faire taire tout le monde. C'est possible. D'accord. Je ne dis pas que c'est le cas, mais c'est possible que ce soit déjà vendu. Après, si on retrouve les mêmes noms, c'est en général, il y a un appel d'offres. Donc ce sont les mêmes noms qui tournent dans les appels d'offres, parce que un club qui se vend, un grand club qui se vend, c'est pas tous les jours. On va prendre l'exemple de Ferrari, c'est souvent les mêmes noms qui veulent acheter des Ferrari. Les Bugatti, c'est souvent les mêmes personnes. Voilà. Et ben c'est pareil. Tu disais que les grands clubs ne se vendent pas souvent, mais justement là, il y en a beaucoup qui sont... On parle aussi de l'Inter Milan, les Saoudiens avaient l'œil dessus. On parle de Manchester, de Newcastle récemment. On parle de Liverpool. Pour toi, donc, c'est le nouveau monde là qui arrive au sommet du foot mondial, et donc on doit s'attendre à avoir une razzia Moyen-Orient, de ce que tu ressens, de ton travail. Oui, il y a ce besoin, et en fait, quand on vend un club, c'est un peu ce qui se passe aussi quand on a des fusions-acquisitions en finance. On regarde la valeur intrinsèque aujourd'hui de l'entreprise, et on regarde la valeur future, ce que rapporte l'entreprise à celui qui achète. Ouais. Et quand on vend, en général, on ne veut pas vendre. Les clubs, c'est très émotionnel, on ne veut pas vendre. Donc c'est pour ça aussi que tu as toujours les allers-retours, oui, je vends, non, je ne vends pas. D'accord. Parce qu'en fonction du résultat, Liverpool, s'ils font finaliste de Ligue des Champions, est-ce que le Fenway va vouloir vendre? Parce que derrière, il y a des nouveaux contrats qui tournent. Donc c'est très difficile en fonction des performances. Et si tu attends trop longtemps avant de vendre, tu baisses la valeur du club. Donc tu es toujours dans une position où tu veux vendre quand tu vends
quand tu es dans le vert. Tu ne veux pas vendre quand tu es dans le rouge. C'est aussi possible qu'on ait des signatures à condition, signatures conditionnelles. Je signe, on a signé les papiers, on est d'accord, on signe entre nous, à condition qu'il y ait telle chose qui soit mis en place sur les 6 prochains mois. Ah, ok. C'est des choses qui sont probables. Quand on parle de sommes de 3, 4, 5 milliards, c'est pas quelque chose c'est pas comme si on allait acheter une baguette de pain. Donc c'est aussi possible que la condition soit on signe et que derrière, pendant un certain temps, il n'y ait pas d'informations qui se transvasent. Ou au moment du Covid, il faut que les gens reviennent dans les stades, il faut que ceci, cela, des choses se passent pour que Exactement. la structure se passe. Ça, c'est intéressant aussi. C'est pour ça, les amis, c'est souvent que je vous dis, prenez de la hauteur sur une info qui vient de tomber, quand parfois vous la jugez à chaud, quand vous la commentez à chaud, il y a parfois des dessous. Et on apprend ça avec Raphaël, spécialisé dans tout ça, je vous le disais, passé par Clairefontaine, l'Olympique Lyonnais. Il est allé faire ses études aux États-Unis. Désormais, il conseille les grands sportifs, les clubs. On le reprendra en vidéo pour d'autres explications. Vous nous mettez dans les commentaires ce que vous voulez justement comme thème à aborder avec un tel spécialiste de ce domaine, parce qu'on sait que ça vous passionne. Et on se retrouve très vite. N'oubliez pas de liker, commenter. Vous savez comment marche l'algorithme. On est ensemble et à très vite pour de nouveaux directs cette fois. Merci Raphaël. De rien.